L'invité de la matinale. KTO Radio. Ce lundi 13 mars marque la date anniversaire du début du pontificat de François. Voilà maintenant 11 ans que le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio a été élu pape. Quel bilan dressé, quelle perspective pour la suite de son pontificat? Je pose ces questions ce matin à l'une des journalistes françaises les plus informées sur le sujet, en la personne de Philippine de Saint-Pierre. Bonjour Philippine. Bonjour Maxence. Vous êtes journaliste accréditée permanente au Vatican. Tout d'abord, comment se porte le pape François ? C'est l'objet de pas mal d'inquiétudes ces dernières semaines, ces derniers mois. De fait, il ne rajeunit pas et il enchaîne un peu les pépins de santé, il faut le dire. En 2023, il a été hospitalisé 2 fois pour une pneumonie, pour une opération à l'abdomen qui a nécessité une anesthésie générale. C'est pas neutre à son âge. Il a dû annuler, on s'en souvient, son voyage à Dubaï à la dernière minute, à l'automne. Et puis là, plusieurs épisodes d'infection respiratoire. On se souvient que début janvier, devant les communicants de l'Église en France, il a dit « je peux pas lire mon discours parce que j'ai une bronchite ». Ces derniers jours à nouveau, alors le pape n'est pas très précis en matière de santé, il dit un jour j'ai une grippe, j'ai un rhume, j'ai une bronchite, on ne sait pas très bien, on comprend qu'il y a des infections respiratoires, que ça le fatigue, et de fait à 87 ans, ça relance évidemment les rumeurs au Vatican. Alors dans l'actualité, il a donné une interview publiée le 9 mars dernier à Radio-Télévision Suisse. Le pape François a appelé au courage de la négociation dans la guerre en Ukraine. Je le cite, « Le plus fort est celui qui a le courage du drapeau blanc », une sortie médiatique vivement critiquée en Ukraine ou encore en Allemagne. Quelle est la ligne du pape à propos de la guerre en Ukraine ? Il est assez seul sur cette ligne en fait, mais depuis le début, la ligne du pape, elle est assez claire, c'est que la guerre est mauvaise dans tous les cas. Et de fait, dans cette interview, il a eu des propos, comme c'est le cas quand on parle comme ça à l'oral, comme moi-même je suis en train de le faire, on dit qu'on savonne un peu, vous voyez, on mélange un peu. Alors le pape, il sait très bien ce qu'il veut dire, mais il le dit pas forcément très bien. Il a dit quand on voit qu'on est vaincu, ça va pas, il faut avoir le courage de négocier. Évidemment, grosse réaction en Ukraine, déclaration de Zelensky, convocation du nonce à Kiev. Et donc après, c'est le cardinal Parolin et puis d'autres voix du Vatican qui sont revenus au front pour expliquer ce que voulait dire le pape, qui est toujours la même ligne. Le courage de la négociation, c'est jamais une capitulation. Le Saint-Siège ne cesse d'adresser des appels à cesser le feu, mais en disant bien que c'est l'agresseur qui doit d'abord cesser le feu. Alors vous l'avez dit, le pape François parle beaucoup dans les médias de façon parfois spontanée, ce qui peut provoquer l'incompréhension, comme ici sur la guerre en Ukraine. Pourquoi cette méthode ? Ça fait partie de sa personnalité. C'est une caractéristique du pontificat. François donne de très, très nombreuses interviews à des médias du monde entier, mais il parle aussi beaucoup a braccio, comme on dit en italien, donc sans note avec les uns ou les autres, à l'occasion d'une sortie, d'une rencontre, et dans ses audiences. Et donc, quelquefois, c'est pas très précis. Je crois qu'il y a une méthode, en fait, aussi, et puis une culture qu'il faut comprendre. C'est que quand le pape raconte une petite historiette, c'est comme une fable de La Fontaine, c'est la morale de l'histoire qui compte. Ça ne veut pas dire que les dates sont exactes, que les lieux sont exacts, que tout le contexte que nous, journalistes, on aime bien vérifier est totalement précis. Alors ça nous déstabilise pas mal. Ça pose aussi la question du statut de la parole du pape quand elle se multiplie à ce point-là. Ce qu'on observe en tout cas, c'est que quasiment après chaque interview, il faut que ses collaborateurs expliquent ce qu'a dit le pape, ce qu'il a voulu dire. Alors, point central du pontificat du pape François, comme pour l'Église, c'est le processus de réflexion autour de la synodalité. Par rapport à la réforme de la curie romaine, d'abord, prononcée officiellement en juin 2022, où est-ce qu'on en est ? Alors oui, il y a plusieurs réformes ou transformations qui sont sur la table du pape, et la réforme de la curie, on rappelle, ça fait partie des sujets majeurs au moment de son élection. On sort d'une fin de pontificat de Benoît XVI où le propre majordome du pape photocopie son courrier pour le donner à la presse, donc une situation de déréliction à peu près totale, et par ailleurs un mauvais fonctionnement des grippages dans la machine. Alors cette réforme de la curie, elle a été techniquement mise en place sur le papier. Est-ce qu'elle
qu'elle a fonctionné? Est-ce que c'est un succès? En fait, c'est difficile à savoir. On n'a pas le sentiment aujourd'hui que les dicastères travaillent mieux les uns avec les autres de façon transverse. L'intention du pape, c'est de dire attention, c'est pas le siège de la holding, ce sont des services qui sont au service des églises particulières. Il y en a qui marchent très bien, d'autres qui marchent pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que le pape, lui, il travaille assez peu avec la curie, en fait. Et donc, de ce point de vue-là, l'efficacité de la réforme, aujourd'hui, elle est difficile à évaluer. Et la deuxième session du synode sur la synodalité aura lieu du 2 au 27 octobre prochain, avec au cœur de ce rendez-vous la question de la place notamment des laïcs dans l'Église ou encore du célibat ecclésiastique. Sait-on ce qui va en ressortir et s'il y a un calendrier établi? Alors, vaste question. On se Oui. souvient de l'élan du début de ce pontificat du pape François avec ce document d'Aparecida de l'Assemblée des épiscopats latino-américains sur la conversion de toute l'Église pour faire des disciples missionnaires, à la fois disciples du Christ et missionnaires pour l'annoncer au monde, plutôt qu'une Église autoréférentielle. Là aussi, c'est l'intervention du cardinal Bergoglio qui avait beaucoup marqué avant le conclave et qui a sans doute contribué à décider plusieurs des cardinaux à le choisir. Euh, le paradoxe de ce synode, c'est que l'insistance du pape François, elle est sur la transformation synodale de l'Église. Autrement dit, comment est-ce qu'on arrive à transformer nos communautés pour que ce soit vraiment des communautés qui portent ensemble ce souci d'annoncer le Christ, non pas une espèce de démocratie égalitariste. Chacun a une vocation propre, chacun a un appel singulier, chacun a une mission particulière dans l'Église, mais comment est-ce que nos communautés, eh bien, elles portent ensemble ce souci de la mission. Cela dit, évidemment, la première session du synode l'a montré, et puis les débats depuis l'accentuent. Ça se focalise sur un certain nombre de points, vous les avez dit, notamment l'ordination de femmes diacres ou la question du célibat sacerdotal. Et ces sujets, en fait, ils prennent le pas complètement sur la question de fond, de transformation de nos communautés. Donc moi, ce que j'entends aujourd'hui de la part de ceux qui vont participer à cette deuxième session du synode, c'est une assez forte crainte que ça réactive des polarisations très fortes parce que ce sont des sujets très clivants et pas forcément au cœur de la nature de la démarche. Il faut rappeler en tout cas que c'est le pape qui aura le dernier mot Oui. parce que le synode, il fait un certain nombre de propositions, il les donne au pape et c'est à lui qu'il appartient ensuite de les retenir ou pas dans un texte final qu'on appelle exhortation apostolique post-synodale pour simplifier un peu les choses. Vous parliez de polarisation. Philippines, autre source de crispation, en tout cas la publication du texte Fiducia Supplicans, autorisant la bénédiction des offices à des personnes divorcées, remariées ou homosexuelles. C'est un texte qui a fortement fait réagir au sein de l'Église catholique depuis décembre dernier. Le pape François traverse-t-il la période la plus agitée de son pontificat? Alors, c'est sans doute un moment de très forte agitation depuis la publication de ce texte. Il faut qu'on se garde d'avoir la mémoire trop courte parce que je pense qu'au moment de la publication de Humanae Vitae, il y avait aussi énormément de débats dans et en dehors de l'Église. C'est largement documenté. Et je ne mets pas du tout les deux documents sur le même plan. Ce qui est paradoxal avec Fiducia Supplicans, donc c'est autorisant les bénédictions hors des offices des couples se situant en situation irrégulière, comme dit l'Église. Ce qui est paradoxal, c'est d'abord que c'est une question qui a été abordée, évoquée au synode et que le pape a choisi de la traiter hors synode. Donc, première chose. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que en fait, ce document, il change rien au fond, parce que ce pouvoir, d'une certaine manière, d'utiliser les sacramentaux, de bénir, qu'a le prêtre, il l'avait avant, il l'a toujours, et donc c'est son discernement pastoral. Mais à la fois, le document change rien, et en même temps, il semble vouloir tout changer par le ton, par le vocabulaire. Alors, c'est pas facile à comprendre. C'est paradoxal aussi parce que, en fait, ça freine, par exemple, les Allemands qui avaient commencé à dire on pourrait célébrer des mariages homosexuels. Là, Rome fixe un cadre très net, c'est en dehors des offices, etc., etc. Je reviens pas sur les détails. Ça freine les Allemands, mais ça provoque le rejet des Africains. Alors, il me semble en tout cas que Fiducia Supplicans restera peut-être comme un moment de bascule, un moment de bascule plutôt pour l'avenir, un moment qui comptera certainement dans la tête des cardinaux le jour venu, au moment du
prochain conclave, car on entend beaucoup de pasteurs de terrain, quelle que soit d'ailleurs leur réaction au fond du texte, dire il faut faire attention, on a besoin de clarté, et il n'est pas sûr que ce texte soit suffisamment clair, ni les conditions de sa promulgation. On parlait de la curie il y a un instant, de fait, manifestement, le texte, il n'a pas été relu par l'ensemble des bureaux de curie qui auraient dû chacun apporter leur regard, et ça contribue à une certaine imprécision, à un certain flou. Et c'est pas fini puisqu'un nouveau document consacré à la dignité humaine doit être publié fin mars, dans quelques semaines, quelques jours. Un texte qui risque encore de diviser. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Pas encore parce que je ne l'ai pas lu, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un texte sur lequel on travaille, les théologiens et plusieurs dicastères, pour le coup, ont travaillé depuis plusieurs années, près de 5 ans. Un document important sur la dignité humaine. Alors oui, évidemment, ça provoquera des remous, d'abord parce que c'est un sujet lui-même qui, de toute façon, provoque des remous. Ce qui est sûr aussi, c'est que le cardinal Fernandez, le nouveau préfet de la doctrine, a entièrement remanié le projet de texte sur les indications du pape François. Donc c'est un document qui devrait se concentrer sur les thèmes centraux du pontificat, la migration, l'environnement, et pas seulement la bioéthique. Mais en même temps, il peut fâcher à peu près tout le monde, ce texte, vraisemblablement, parce que sur la bioéthique, il ne faut pas s'y tromper. Le pape François, il est très classique, il est très conservateur, il est très aligné, au fond, avec l'enseignement de l'Église. Il a redit il y a quelques jours, aujourd'hui, le plus affreux danger, c'est l'idéologie du genre qui efface les différences, et on connaît sa position sur l'avortement ou sur l'euthanasie. Donc voilà, attendons ce texte, et il sera temps de le commenter quand on en aura le contenu, mais de fait, ce sont des sujets qui sont difficiles. Si vous voulez bien, Philippine, pour terminer cette interview, allons avec un peu moins de gravité à propos notamment des voyages apostoliques du pape. La cadence semble se ralentir pour François en 2024. Quel est le programme cette année? Alors de fait, le programme du pape est assez léger pour l'instant, puisqu'il n'y a aucun voyage jusqu'au mois d'août. On annonce à la fin août un déplacement en Polynésie, en Asie du Sud-Est, mais dont les contours tardent un peu à se préciser. Il devrait y avoir la Belgique en septembre. Et puis l'Argentine, si le voyage en Polynésie s'est bien passé. En fait, ça dépend beaucoup de l'état de santé du pape. Et on a encore un peu de temps pour parler du grand jubilé de 2025, dont la devise choisie par le pape est pèlerin de l'espérance. Comment le pape François prépare-t-il ce rendez-vous? Alors d'abord, c'est une année sainte, c'est une année ronde, donc on se souvient 1975, l'an 2000. Là, ce sera sans doute plus proche du jubilé de 75, parce que l'an 2000, il y avait tout le fantasme autour du passage à l'an 2000. Qu'on nous épargne heureusement pour 2025. On attend la bulle d'indiction, c'est-à-dire le texte qui va être publié par le pape et qui va préciser les contours de ce jubilé. La publication est annoncée pour le 9 mai, donc là aussi on en saura plus. On sait déjà qu'il y aura un certain nombre de rendez-vous particuliers, puisque à Lisbonne, l'été dernier, le pape a dit aux jeunes qu'il leur donnait rendez-vous en Corée pour les prochaines JMJ, mais avant ça, en 2025, à Rome pour le jubilé des jeunes. Donc ce sera une sorte de mini JMJ, ou peut-être pas mini d'ailleurs. Il y aura des rendez-vous particuliers pour les enfants, pour les familles, pour les prêtres, pour les séminaristes, pour le monde religieux, etc. C'est toujours difficile. Avant, il y a les Cassandres qui vous expliquent que ça va être un four, ça va pas du tout marcher, parce que aujourd'hui c'est plus dans les mentalités. Et puis d'autres qui disent mais si, ça marche à chaque fois. Moi, ma boule de cristal est en panne, donc je sais pas vous le dire. Ce qu'on sait, c'est que en fait les lieux d'hébergement religieux et les hôtels sont déjà largement réservés pour cette année du jubilé, que beaucoup de groupes de pèlerins s'y préparent, et que donc voilà, et il ne faut pas se tromper complètement d'axe. La réussite d'un jubilé, c'est peut-être pas d'abord le nombre, même si évidemment ça compte dans l'analyse, mais la bonne mesure, c'est que c'est une occasion de conversion, et ça se mesure pas avec un graduateur. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre d'être passée dans les studios de Bon Matin pour parler de l'actualité du pape à l'occasion de son 11e anniversaire de son élection. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste accrédité permanente au Vatican. Bonne journée. Bonne journée.